Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'on peut faire une petite salve d'applaudissements pour San José qui a battu Saint-Louis ce soir en MLS. Non, évidemment, c'est pour le Paris Saint-Germain qui a remporté cette Ligue des Champions 5-0. Juste bravo, je sais pas par où commencer parce que on s'était dit qu'une finale de Ligue des Champions c'était un match spécial, c'était un match à part, que c'était évidemment très serré, que c'était pas évident, qu'il fallait se méfier des moindres détails, et on a assisté à une claque monumentale, à une branlée historique, à un match unique comme on en a rarement eu en finale. En finale, souvent ça arrive, mais finale Ligue des Champions, il n'y a pas beaucoup de souvenirs comme ça qui me viennent à l'esprit d'une finale Ligue des Champions. Il y a quelques matchs, j'étais trop jeune pour vivre le Milan-Barça, le succès 4-0 du Milan. T'avais eu le Barça de Guardiola qui avait dominé United sur un score de 3-1. T'avais eu le Real de Zidane qui avait dominé la Juve sur un score de 4-1 avec le fameux maillot violet. Mais là, ce qu'on vient de voir ce soir, ça dépasse l'entendement. C'est l'aboutissement d'un super projet collectif, d'une croyance inouïe de Lucho en son projet, en son staff, en ses joueurs, d'un PSG qui a tourné le dos aux très grosses stars pour se concentrer sur des joueurs de renom, parce que voilà, t'as quand même des joueurs qui ont quand même un certain statut, la renommée, qui sont pas peut-être dans le top 5, top 10 des joueurs les plus connus de la planète, mais avec Hakimi, Dembélé, Donnarumma, t'avais quand même du beau monde, et on est passé par beaucoup d'obstacles. Je vais pas faire juste cette saison, mais c'est vrai que t'es été sur pas mal d'années avec des déceptions, des échecs remarquables, des fois parce que t'allais droit dans le mur, des fois parce que t'avais des scénarios improbables, la remontada, le triplé de Benzema, le but de Dembaba, enfin il y en a eu tellement, et en plus sur différents PSG. C'était pas juste le PSG de Mbappé, de Neymar, c'est même le PSG d'Ibra qui avait aussi subi ça. Et voilà, on se disait, qu'est-ce que ça va donner ce PSG? Ou peut-être, on s'en souvient, on disait qu'en 7 ans, c'était le plus faible de l'ère QSI. Finalement, c'est le plus fort, c'est le plus incroyable, c'est le plus épatant. Donc franchement, c'est juste chapeau, quoi. Je pense qu'on va être sur un stream d'une heure, une émission d'un peu plus d'une heure, ouais, avec que des éloges. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Le PSG est champion d'Europe avec la manière, en marquant l'esprit des esprits. Tu gagnes 5-0 une finale de LDC. Enfin, on se disait que le PSG était allé peut-être un petit peu favori, on se méfiait tous de l'Inter, mais gagner 5-0 quoi. Enfin, et en plus, si on est même tatillon, si Barcola, après son entrée en jeu, est un peu plus méchant, notamment après le crochet sur Acerbi, si Guevara aussi, qui en a deux intéressantes au retour des vestiaires, franchement, on peut assister à un succès 7 ou 8-0. Finale de Ligue des Champions. Le match où t'es le plus tendu, t'es le plus crispé, où tu te fais 100 fois le scénario dans ta tête. Et finalement, le PSG a très bien pris ce match avec l'envie de faire mal, un pressing très haut. On a tout de suite vu que l'Inter avait du mal sur ses sorties de balles. Dès la 3e minute, Sommer, il en met un en touche. Et finalement, ce pressing généreux, le fait que le 11 travaille tous les uns pour les autres, ça a été aussi une des clés de cette réussite. On va analyser ça tranquillement. On va aussi, je pense, parler de ce que ça représente niveau émotion. Que doit faire le PSG? Que peut faire le PSG pour aller encore plus loin? Mais voilà, je pense, comme j'ai dit sur un tweet, c'est vrai que c'est une équipe, même si on sait que c'est particulier depuis le rachat par QSI, qu'il y a des moyens, il y a eu un gros portefeuille, que voilà, c'est une équipe qui a eu plus de moyens que d'autres. Ils se sont aussi trompés. Il y a d'autres équipes qui sont passées par là, comme le Chelsea d'Abramovich, comme Manchester City. Finalement, ils ont fini par l'avoir, cette Ligue des Champions. Mais oui, certains résumeront ça à une victoire de l'argent. Mais ce que j'ai vu sur le terrain, c'est oui, il y a des joueurs qui ont été recrutés pour un certain montant, mais surtout en termes de fibre footballistique, c'est un plaisir infini. Enfin, vraiment, moi, le PSG version Lucho, ça faisait depuis décembre, janvier, qu'on voyait vraiment la montée en puissance, le déclic. Je pense forcément le match contre City où ils sont menés 2-0 et on verse à 4-2 avec João Neves qui est monstrueux, qui met sa tête plongeante. On a senti qu'il s'était passé un truc, mais de là à
prendre autant confiance, assumer un statut de favori, parce que quand tu sors Liverpool en huitième de finale, automatiquement pour moi tu es parmi les 2-3 équipes qui peuvent aller loin dans la compétition. Je pense qu'à ce moment-là on se disait tous que le Barça et peut-être l'Inter justement en outsider étaient ces équipes capables d'aller au bout. Aston Villa, t'assumes ton statut. Arsenal, c'est des matchs pas simples à gérer, mais finalement t'as été efficace, t'as très très bien géré défensivement, et là bah c'est le cocktail de fin, enfin, c'est champagne, enfin, tout explose. Et cette finale a été très très bien préparée. J'ai jamais senti un PSG qui doute. Enfin, je pense qu'à. Voilà, après, c'est sûr que quand tu mènes 2-0 dans une finale, c'est plus simple. On peut toujours se méfier voilà, des fameux démons. On sait que le PSG s'est arrivé. On a peut-être aussi Liverpool-Milan 2005 en tête. Mais honnêtement, quand tu vois à quel point ce PSG a été méchant et comment ça s'est accéléré en seconde période. Ouais, franchement, je reste un peu sans voix parce que je m'étais fait plein de scénarios dans ma tête. Moi, je vous disais, je pensais que le PSG allait gagner 2-1, que ça allait pas être simple, mais que je trouvais plus de talent individuel dans cette équipe que l'Inter, que même si l'Inter était une équipe roublarde, je les voyais d'ailleurs marquer sur coup de pied arrêté. Ils n'ont pas été, voilà, ils ont eu quelques occasions, notamment Thuram et tout, mais au final, non, il n'y a pas eu trop de débats et c'est une démonstration historique et ouais, on a hâte maintenant de voir toutes les photos, les unes de l'équipe, la presse, tout ce qui va arriver avec parce que bah il faut que la fête soit belle et je pense que les Parisiens, comme j'ai dit, c'est un truc à part, mais c'est vrai qu'ils ont subi tellement de traumatismes, on les moquait un petit peu, ils se faisaient tanner et là franchement ils peuvent juste savourer. Et c'est bien en plus que ce soit ce PSG-là qui remporte la première. C'est te dire à quel point le projet, évidemment, en plus, pour moi, historiquement, le Paris Saint-Germain a toujours été lié de près ou de loin aux stars. Enfin, même depuis sa création, tu avais des joueurs. Voilà, c'était le principe. Il y en a toujours eu qui sont venus, les Rai, les Suzic, les Ronaldinho. T'en as eu, même quand tu étais un peu plus dans la galère. Mais là, voilà, sous la période QSI, t'as eu les yeux très très gros, des fois plus gros que le ventre, mais c'est normal, tu pouvais les attirer, t'en as profité. Et là, franchement, ouais, je trouve que c'est ce PSG 2024-2025, c'est... Ah, on s'en souviendra. On s'en souviendra, c'est une des plus belles équipes. Enfin, je pense que, comme je l'ai dit sur le Barça 2011 ou le Real 2017, en termes d'équipes marquantes, pour une victoire, même je vais associer d'autres évidemment, je ne veux pas juste faire du Real ou du Barça, je peux vous citer l'Inter 2010 justement, il y a aussi le Porto 2004 de Mourinho, il y a le City 2023, même si la finale contre l'Inter est compliquée, mais c'était quand même l'équipe qui maîtrisait le plus son sujet, mais là t'as tout quoi, t'as le parcours, t'as le collectif et t'as la finale, c'est-à-dire que maintenant c'est imprégné dans les mémoires, t'as gagné ta finale 5-0, c'est peut-être la 12e ou 13e fois que je le répète depuis le début de l'émission, mais je pense qu'il faut se resituer ça en tête. Enfin, une finale de LDC, quand tu la gagnes avec ce score-là, déjà, bah, tu as de quoi être fier. Et en plus, tu peux flex. Hein, tu peux flex longtemps dessus. Alors évidemment, beaucoup de monde sur le chat ce soir. Je ne vais pas pouvoir citer tous les prénoms, mais ça me fait super plaisir que vous soyez en ma compagnie pour prolonger la fête, prolonger la finale. Je salue quelques personnes comme Soso Chat et Bobozinho, modérateur en place, Brandon, j'ai vu du Lewis, j'ai vu du Amiwar, j'ai vu quelques habitués, je vois aussi des nouveaux comme Shoto Sidération, merci à ceux aussi qui ont pris les petits abonnements comme Dark Chirac, très très beau pseudo, comme toujours, Kurapika, ça c'est Hunter x Hunter, on aime les références, il y a du très très beau monde, et Hirokei pour le petit Prime, merci à tous. Non, moi franchement... il y a beaucoup de choses à dire sur cette finale. Évidemment, revenir d'abord sur le côté parisien. On va aussi parler de l'Inter. Je vois qu'il y a Thibaut, je me fais vanner depuis une heure, je suis au fond du trou. C'est vrai que les supporters de l'Inter, c'est... Peut-être, je sais pas si je peux commencer par ça, parce qu'il faudra qu'on revienne sur l'Inter, mais c'est la deuxième finale que tu perds en 3 éditions, mais en l'espace de 2 ans. Tu sais à quel point c'est marquant de gagner une Ligue des Champions. Là, j'ai l'impression c'est un petit peu comme la Juve. Finalement, c'est le grand rival en Italie. C'est la Juve 2015-2017. C'était une très belle équipe, mais à chaque fois, en finale, elle est tombée sur plus fort que soi.
Même si je trouve que la finale 2023 contre City, bon, évidemment, c'est pas un spoil, mais là où tu peux avoir le plus de regrets quand on voit le match de ce soir, c'est évidemment la finale qui s'était déroulée à Istanbul. Mais la Juve qui perd la finale 2015 contre ce Barça, c'est une très belle Juve avec Tevez qui est très très bon devant, avec Pogba, Pirlo, Marquisio, tout ça. Enfin, Vidal, c'était une super équipe. Le trio Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon derrière. Enfin, vraiment, c'était une très très grosse Juve. Mais en face, c'était ce Barça, justement, de Lucho aussi, avec voilà, le Messi, Neymar, Suarez, Rakitic qui est très très bon aussi durant cette finale. Non, c'est là où tu peux voilà, commencer un petit peu à tiquer. Cette Juve-là qui s'était aussi retrouvée en finale en 2017, et même verdict avec la défaite contre le Real, version Ronaldo, mèche blonde caramélisée, effet mouillé, qui lui aussi est un modèle totalement imbattable. Et pourtant, cette Juve-là 2017, c'est celle qui bat le Barça qui fait la remontada. Souvenez-vous, le Barça de Lucho fait la remontada, et juste après, la Juve leur colle, je crois que ça fait 0-0, 3-0, avec un Dybala qui est monstrueux. Mais voilà, l'Inter se retrouve finalement dans cette position, et j'ai le sentiment que ça va être une fin de cycle. Une fin de cycle parce qu'il y avait déjà des rumeurs de départ de Inzaghi vers l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de joueurs qui, je pense, sont arrivés au bout de leur aventure, que ce soit l'âge, que ce soit aussi peut-être leur niveau. Même s'ils ont été très très bons, est-ce que tu peux encore gagner avec ces gars-là? C'est là où le board de l'Inter doit se poser des questions. Mais ce qui est sûr, c'est que Acerbi, Mkhitaryan, ça commence à peser un petit peu. Est-ce que certains sont pas arrivés au bout de l'aventure, comme Çalhanoğlu, Di Marco aussi, qui a été en grande souffrance? À voir, c'est dommage parce que tu as sorti une top demi-finale, et je peux comprendre ceux qui ont cité voilà, Michel Semoule, incroyable pareil comme pseudo, ils font chier l'Inter d'avoir sorti cette bouillie de match, c'est pour jouer comme ça en finale, fallait laisser jouer le Barça. Oui, c'est sûr qu'avec du recul, et de toute façon, quand on était arrivé début avril, quand on voyait à peu près l'écart, on voulait tous une finale PSG-Barça, parce que c'était les deux équipes qui étaient les plus abouties au niveau du jeu, des idées, de la proposition footballistique, mais la vérité du match, de la demi-finale, c'est que le Barça a été trop naïf défensivement, et même s'ils ont tenté quelque chose de très fort, à aucun moment, quand ils mènent 3-2 après le but de Rafinha à Giuseppe Meazza, il doit être en déséquilibre total, même si je suis le premier à vouloir un truc un peu plus audacieux dans le football et pas mettre des bus et tout. Mais si à 92e minute, Hansi Flick, il avait mis un bus, il avait dit, les gars, c'est bon, on a déjà trop souffert dans cette Ligue des Champions. Enfin, on est passé par beaucoup d'états, mettons le bus, on s'en fout ces 3 dernières minutes. Et là, finalement, tu te retrouves à subir un espèce de 5 contre 3, et t'as Acerbi qui se retrouve avant-centre et qui te fait... qui te punit. Donc c'est compliqué. On aura sans doute un jour un PSG-Barça en Ligue des Champions. Quand je parle de cet affrontement, c'est le PSG de Luis Enrique avec quelques années d'expérience. C'est pareil, le Barça d'Hansi Flick qui va prendre de la bouteille. On l'aura un jour, cet affrontement de Golgoth un peu rêvé qu'on a envie de tout savoir. C'est un peu comme à l'époque le Manchester United de Ferguson contre le Barça de Guardiola. On avait fini par l'avoir, donc on était quand même assez content, mais je pense que ça arrivera. Enfin, c'est deux équipes qui pour moi vont encore produire beaucoup de bonnes choses, mais oui, je peux comprendre la frustration qui sont de ne pas avoir assisté à une finale qui aurait pu être un truc d'anthologie, mais voilà, l'Inter, je sais pas trop comment l'expliquer, mais de toute façon, vous savez ce qu'on dit, s'il y a une équipe qui rate sa finale, c'est-à-dire que c'est l'autre qui l'a empêché de briller, et je pense que tout vient de ce que le PSG a produit de très très bon. Enfin, honnêtement, la première mi-temps de l'Inter, ça termine à 2 tirs, et t'as 0,9 d'XG, enfin 0,09 d'XG, t'es dans le dur. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément plu dans les séquences collectives du PSG. Si on va petit à petit sur les buts, le premier avec cette temporisation, cette passe géniale de Vitinha vers Doué qui fait l'appel, Doué qui fait un beau contrôle orienté, qui prend le temps, une mini-seconde pour faire une espèce de feinte de frappe, et puis finalement l'angle il s'ouvre pour Hakimi qui en est, je crois que c'est 9 buts, 14 passes D cette saison pour un latéral. Enfin, c'est vraiment des stats très très fortes. Alors, ce qui est bien, c'est qu'Hakimi, il a été plus qu'un latéral cette saison, parce qu'il était à la conclusion de beaucoup de buts, parce que je pense qu'il a cette liberté. Lui-même, on sait que ça a été souvent un piston quand il était aligné avec Dortmund, avec l'Inter, mais pouvoir nous proposer ça,
Bah, franchement, c'est assez costaud comme stat. Ah oui, petit débat. Est-ce que c'est assez incroyable, quand même, et je trouve respect à lui, de marquer en finale de Ligue des Champions et de pas célébrer parce que bah, tu as joué dans l'autre club et que tu respectes. C'est pas arrivé tous les jours. Est-ce qu'il y a déjà eu beaucoup de buts d'ex, bah, par exemple, Coman contre le PSG, de mémoire, ça se célèbre. Bon, après, Coman, ça faisait longtemps et tout. Mais c'était. C'était assez dingue de voir ça, surtout que vraiment, il est resté très propre. Et bravo à lui, parce que moi, si je marque. Coman n'a pas célébré. Ah bah voilà. J'avais pas souvenir de ça. Donc, bah, c'est respect à eux. Après, ça leur appartient. Je peux comprendre que certains soient dans l'explosion, l'excitation et tout. C'est un moment qui appartient un petit peu à soi-même. Tu marques contre Bordeaux en finale de Coupe de France. Bordeaux, c'est le club formateur, tu vois. En vrai, Hakimi, il a passé qu'une année à l'Inter. C'est pas son club formateur. J'aurais pu comprendre qu'il célèbre. Moi, en tout cas, j'aurais pas voulu. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une belle image. Il a quand même, tu vois, il s'excuse auprès des supporters de l'Inter et tout. Et tu vois, les supporters de l'Inter, ils sont menés 1-0. Je pense que c'était peut-être encore le meilleur moment de leur soirée, vu ce qui allait se passer après. Parce que ça a été vraiment la catastrophe. Ça a dévalé comme jamais. Oui, après, il a un peu célébré avec Doué. Je pense que ça s'est lâché par moment. Mais lui, au moment de son but, je l'ai trouvé quand même assez sobre. Bah, t'as ce deuxième but qui vient avec une très très belle inspiration de... Non, d'abord, Pacho. Pacho, le sauvetage. Le sauvetage. Le sauvetage. C'est tout bête, hein. Mais ce dépassement pour aller sauver un corner. Après, je pense que l'ami Pacho, il voulait juste empêcher un coup de pied arrêté. Et au final, ça donne cette transition géniale et qui t'offre ce second but. Avec, voilà, Doué à la conclusion. Et Doué, pareil. Doublé en finale de Ligue des Champions, passeur. Là, pour un très long moment, il va être dans des stats, on va le voir assez haut. Parce que doublé en finale de LDC, impliqué sur 3 buts, buteur et passeur, franchement, waouh. C'est chapeau. Franchement, enfin, il a raison, Jeanne Marais-Danzé, la formation rouge et noir à l'œuvre. Bah, ici, si vous me connaissez, on a toujours été un fervent défenseur de Désiré Doué. J'ai eu la vision, quand je l'ai mis dans ma liste pour l'Euro 2024, je vous ai dit, ce gars, pour moi, c'est le remplaçant naturel de Griezmann. Après, ça dépend un petit peu le futur de l'EDF par rapport à des profils qui vont arriver, comme Cherki, comme Akliouche et tout. J'ai pas la vérité absolue. Mais pour moi, dans ce que Doué faisait à Rennes, même si Rennes faisait une saison pas ouf collectivement, Doué me procurait quelque chose. Je me dis, ok, j'ai envie de te prendre dans ma liste déjà, parce que j'ai besoin de toi. Je vais pas ressortir les messages et tout, parce que on se dit souvent, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. C'est juste que pour moi, Désiré Doué, c'est un talent qui, déjà à Rennes, ça me plaisait. Non, mais tu vois, t'as raison, Tempelbert, tu peux ressortir ton call sur Enzo Lefebvre en équipe de France. Je reconnais, j'ai eu l'erreur. Enzo Lefebvre, c'était pas le bon moment. À Rome, ça l'a pas fait. Là, je suis content pour lui. Il monte avec Sunderland en Première Ligue. Et c'est ça que j'aime avec mon chat. Quelle a été la probabilité pour que ce soir, finale de Ligue des Champions, victoire du Paris Saint-Germain 5-0 contre l'Inter, on parle de Sunderland. Voilà, c'est ce qui arrive souvent quand on déborde de passion et de fièvre pour ce si beau sport. Mais Doué, moi ce qui me plaisait, c'était aussi sa polyvalence, c'est qu'il soit intéressant sur un côté, en 10, en 8, même des fois il avait joué en double pivot. J'ai souvenir d'un match justement au Parc où il avait joué aux côtés de Santa Maria, et je m'étais dit, c'est pas mal ce qu'il fait. Et quand le PSG le prend, pour moi c'est l'étape idéale. Alors il y avait aussi le Bayern qui était sur lui, je pense que voilà, jeune joueur français en Bundes, il serait régalé. Mais j'aimais bien aussi cette étape parisienne. Et ça a été pas évident les premiers mois, les premières entrées. Sa première titularisation, c'est à Arsenal, où il est aligné presque en faux neuf. Super bizarre comme rôle. Et là, il s'est passé un truc en décembre-janvier. Il y a eu du temps de jeu, il y a eu une alternative. Barcola, il y a eu l'arrivée de Garam, il a continué à jouer. Et finalement, c'était le seul joueur dans le 11 où on était en balance par rapport à Barcola. Mais c'est vrai que Doué, par rapport à tout ce qu'il avait fait avant en LDC, même si j'aime beaucoup Barcola, pour moi c'était logique qu'il démarre titulaire. Et là, voilà, encore une fois,
le terrain aux artistes, ça a parlé. Et merci le Stade Rennais d'avoir formé un joueur qui va sans doute nous régaler pour une bonne dizaine d'années en équipe de France. Parce que, voilà, moi, autant le succès parisien, c'est pas le mien. Moi, je supporte pas le PSG, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est aussi, vous savez, pour tous les débats qu'il y a, est-ce que tu supportes le PSG? Toi, t'es pour qui et tout? Moi, je pars du principe que quand on connaît le foot, enfin, je vais pas me faire le mec arrogant, excusez-moi, mais je pars du principe que quand tu es implanté dans le foot, tu sais un petit peu les cultures, les rivalités. Bah non, enfin, moi, je dis, je supporte qu'une équipe, et voilà, vous connaissez mon équipe, hein. Elle passe plus de temps au tribunal contre la DNCG que sur le terrain. Moi, le PSG, le succès du PSG, je vais pas le célébrer, c'est juste, je suis content. Je suis content parce que je trouve que c'est un beau projet, que c'est une patte de Lucho, c'est des jeunes joueurs, du talent individuel, un gros collectif. Et ça leur appartient juste. Et sinon, voilà, en Italie, croyez-moi, hein, les mecs de la Juve, les mecs du Milan, il y en a qui se régalent de ce qui se passe ce soir. J'ai vu des messages dans ma TL de certains supporters Juventini, comme Antonio, à qui je passe une dédicace. Il m'a dit, c'est dans le top 1 des plus belles soirées de ma vie, quoi. Enfin, c'est pour vous dire, voilà, mais ça fait partie du truc, c'est normal. Enfin, on peut apprécier ça et ne pas se flageller en disant ah putain, si je supporte pas le PSG. Non, non, c'est normal, c'est l'histoire de ce sport. Donc ça arrive. J'ai parlé de Désiré Doué, non mais juste bravo à lui, il va avoir 20 ans là dans 2 jours et il rentre dans cette catégorie de jeunes joueurs. On sait aussi qu'il y a peut-être un Golden Boy, alors c'est honorifique parce que je vois, on parle beaucoup de titres individuels, c'est malheureusement des fois aux dépens de ce que le collectif a fait de bien, mais c'est sûr que c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que Dembélé va pouvoir être un candidat crédible au Ballon d'Or? Est-ce que Désiré Doué peut remporter le Golden Boy? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de beaux concurrents pour Doué. On rappelle que comme Yamal l'a déjà remporté, c'est bon, il pourra plus l'être. Il y a Koubarsi et tout, mais quand tu fais une finale comme ça, là ça va être quand même assez spectaculaire, quoi. Et du coup, Dembélé, moi j'aime beaucoup sa finale parce que c'est du Dembélé. Il a beaucoup travaillé le premier contre-presseur. On a vu aussi qu'il était à l'affût sur le 6 mètres pour démarrer comme ça au taquet. Il est impliqué quand même sur 3 buts de mémoire, puisqu'il y a 2 passes D et il est sur une avant-dernière passe, donc c'est quand même pas rien. Après, peut-être qu'il lui manque ce but, justement, c'est l'occasion où il manque, il tire sur un des montants assez proche, mais c'est quand même une finale où il est assez actif et tout. Je pense que Désiré Doué a plus marqué peut-être le jury que lui, mais ce qui est sûr, c'est que il a été buteur à toutes les étapes, 8e, quart, demi, qui fait une très belle campagne de LDC, qu'il est décisif en finale. Oui, pour moi, c'est un candidat crédible. Pour moi, ça se joue entre Yamal et Dembélé, je pense. Après, chacun aura ses arguments. Vous savez quoi? Est-ce qu'on n'aime pas un petit peu la castagne? Allez, écharpez-vous, cassez-vous la figure. Qui va remporter le BO? À partir du moment où on va mettre que Dembélé Yamal. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, évidemment, il y a Pedri, il y a Rafinha qui pourraient être dans la discussion, mais s'il y en avait que, voilà, c'est ces deux-là. On peut mettre Mbappé, les gars. En fait, je sais que la séquence où Bruce parle de Mbappé dans hors-jeu, elle a été beaucoup diffusée, et Bruce, il est très très véhément quand il parle de Mbappé. Pour moi, je l'ai dit, Mbappé, c'est une saison intéressante d'un point de vue statistique, parce que 43 buts pour un joueur qui arrive dans un nouveau championnat, un championnat plus relevé que la Ligue 1, c'est bien, mais on n'attend pas de ça de Mbappé. Les stats, c'est bien, mais lui, c'est les trophées majeurs. C'est la Ligue des Champions, ça lui manque toujours. C'est la Liga. C'est aussi des matchs tournants qu'il a ratés, notamment contre Arsenal, contre aussi le Barça à plusieurs reprises cette saison. Donc moi, je trouve que c'est une adaptation. Je ne sais pas comment le qualifier si on devait dire une note. Peut-être un 12, un 13 sur 20. Mais lui-même, il a toujours dit la pression, les responsabilités, donnez-les-moi. Et c'est lui-même qui veut rentrer dans l'histoire de ce sport. Donc voilà. C'est dans les grands matchs, exactement, Kumiko. On attend plus
de ça. Mais oui, évidemment, cette fameuse stat, elle va sortir. 100% des clubs ont gagné LDC sans lui. Il va prendre cher ce soir. Il va prendre cher dans les prochains jours. Il y a des déclarations qui vont sortir. Ça va être, encore une fois, un déchaînement. J'ai plus envie de dire aux supporters parisiens de célébrer avant tout le victoire, puisque bon, d'aller revenir sur ça. Mais lui, oui, il va pas y échapper à tout ça, quoi. Et oui, très bonne question d'Enos, la Coupe du Monde des clubs compte pour le Ballon d'Or cette année. Oui, exactement. Dembélé, candidat au Ballon d'Or, si on m'avait dit ça il y a 2-3 ans, c'est full football. C'est... Alors je vous dis souvent, il n'y a pas de mauvais joueurs, bon, encore plus quand on parle de Dembélé, mais il n'y a que des mauvais contextes. Il a suffi d'une transformation. Ce Dembélé en neuf avec une liberté totale, bon, ce qui est sûr, c'est que Dembélé, quand tu es sur le front de ton attaque, tu es obligé de lui accorder une pleine liberté. Et sincèrement, c'est un joueur qui pouvait être intéressant en neuf, mais c'est surtout, tu sais que tu le mets à ce poste-là, tu as besoin d'efficacité de finition. Et à partir du moment où Dembélé a vraiment eu, pareil lui aussi, ce tournant en décembre, bah là, tu es aussi obligé de saluer ce qu'il a accompli. Parce que, ouais, c'est plus de 20 buts en tout depuis cette période-là. Encore une fois, je répète, mais être décisif à chaque tour de LDC pour un joueur sur lequel on reprochait son efficacité, c'est là que ça compte. Et ouais, franchement, c'est l'une des plus belles transformations, l'une des plus beaux l'un des aboutissements les plus dingues. Je repense au Dembélé, époque Rennes Dortmund, qui était un dribbleur, enfin un footeur de bordel incroyable sur son côté. Et c'est aussi l'intelligence de pouvoir lui donner ces clés-là et qui t'apporte ça. À quel point Dembélé est-il aussi un leader? Premier presseur, beaucoup de gestes pour inventer les passes et les placements, de belles remontées. Ah non, mais ça c'est sûr, c'est que on vient de parler de son aspect offensif, mais dans l'implication, dans ce qu'il démontre aux autres, il a tout compris. C'est, comme tu l'as dit, le mec qui va être attentif aux 6 mètres de Sommer, ouais, il va t'emmener avec lui, quoi. Et Luis Enrique, dans tout ça, est le meilleur coach de l'histoire de Paris, on peut l'applaudir. Ah bah ça, c'est sûr que l'ami Luis Enrique, on va y venir juste après, parce que il faut que je fasse encore mon déroulé du match petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai envie d'être bavard, c'est logique, mais voilà, il y a aussi un joueur qu'il faut mettre en fait, t'as envie de tout mettre en avant ce soir, mais Guevara, bah ici je pense qu'on était tous fans du joueur qu'on a découvert à Naples. On va pas faire le hipster ultime en disant on l'a vu au Dynamo Batumi, au Rubin Kazan et tout, mais moi j'ai adoré le Guevara de Naples 2022-2023, super dribbleur. Même la saison d'après, il était moins en réussite parce que surtout les joueurs lui faisaient des prises à 2, à 3. On avait compris à quel point c'était un poison et qu'il fallait vraiment se mettre en supériorité pour le gérer. Le recrutement, il était nécessaire, je trouve, parce que Paris manquait de variation peut-être dans ses profils d'attaquants, et Guevara cochait beaucoup de cases, et sincèrement, quand il arrive, on est un petit peu en mode... Et franchement, c'est pareil, hein. Souvenez-vous, je pense que les 2-3 premiers matchs de Guevara, je dis pas qu'on a eu des commentaires pour le détruire, mais on a eu des trucs un peu, c'est timide et tout, et franchement... ce qu'il a produit, surtout dans ces matchs de Ligue des Champions, et là on a parlé pour Dembélé, de cette implication défensive, de cette dévotion vers le collectif, juste qui va remporter justement le Ballon d'Or pour vous. 65% Dembélé, 35% Yamal. On sait qu'il y a encore des titres en jeu, Ligue des Nations, Coupe du Monde des clubs, on verra ça, mais Brandon il a raison, en fait là on a découvert un peu plus Guevara, même si je savais que c'était un joueur qui était capable de bien défendre, on l'avait vu avec la Géorgie, tout ça, mais c'est ce côté, mort de faim. Moi, je suis bluffé de dingue. Le repli défensif, celui qui fait contre Dumfries à la 83e minute, alors que son équipe mène 4-0 et qu'elle a 99,99999% de chance de gagner la LDC. Mais là, c'est... Alors évidemment, certains vont dire c'est normal et tout, mais il y a des joueurs qui ne l'auraient pas fait. Il y en a qui seraient contentés de dire, bof, il y a encore Nuno, il y a encore... non, il y a peut-être Lucas Hernandez qui venait de rentrer, t'as encore João Neves qui va faire une énième course. Surtout contre Dumfries, qui est un mec costaud, c'est ça aussi, c'est que Dumfries, c'est pas n'importe qui. Et Guevara, voilà, il a tout compris. Luis Enrique lui a demandé quelque chose de concret, d'être cet ailier qui garde un petit peu, je pense, ce peps qu'il avait à Naples. Évidemment de rentrer dans le moule collectif en disant quand tu viens ici mon gars,
c'est aussi faire des efforts et tout. Et Kvara, bah, c'est sûr qu'il a la caisse. Et franchement, c'est là où tu dis, ouais, franchement, je suis bluffé. Je suis très très bluffé par ce qu'il a réussi à faire. Et on était aussi en mode, il faut qu'il fasse plus de stats. Il a commencé à en faire aussi. On sait que c'est important aujourd'hui de donner et tout. Mais ouais, Kvara, c'est une des perfs que j'ai préférées ce soir. Mais il y en a eu beaucoup d'autres parce que on a parlé pas mal des joueurs offensifs. Mais le milieu de terrain, enfin, c'est les Vitinha qui fait un match excellent, alors que c'est vrai qu'il a été un peu en dessous sur certaines sorties précédentes en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est dans les grands rendez-vous qu'on reconnaît les mecs qui sortent du lot. C'est vrai que j'ai vu passer une stat assez incroyable là du chat. Pacho, c'est qui sortier? Il a coûté seulement 8 millions de plus que Niakate. Désolé Niakate pour la balle perdue, mais c'est vrai que ça permet de faire une valeur étalon de ce qu'on peut réaliser sur le mercato. Et le pauvre Niakate, malheureusement, il prend cher. Mais ouais, Vitinha a été excellent ce soir. Il a en plus décisif sur plusieurs buts. C'est pareil, c'est comme d'hab. João Neves, Fabien Ruiz, et quelqu'un le disait plus haut, c'est juste. Bah, on a évidemment 2 travailleurs de l'ombre, 2 mecs qui vont pareil se démener, courir, répéter les efforts, tacler, faire vraiment ce petit déplacement à chaque fois, être toujours bien placé. Là, c'est ce qu'on apprécie aussi. Il faut des joueurs comme ça qu'on va pas voir sur toutes les photos. Par contre, ils sont tellement essentiels. Et autant João Neves, je pense qu'à Benfica, on savait que ça allait être un vrai bon joueur, mais qui puisse faire ça pour sa première saison à Paris, bah là, il rentre déjà dans l'histoire. Mais Fabien Ruiz, bah, c'est aussi l'aboutissement d'un joueur qu'on pensait pas revoir à ce niveau-là. Quand je parle revoir, c'est évidemment ce qu'il a proposé avec l'Espagne à l'Euro 2024. Non, franchement, pareil à Fabien Ruiz. Lui-même, quand le PSG a commencé à monter en pression, aller de plus en plus haut, lui aussi, il a mis le bleu de chauffe et c'est devenu un top joueur. Enfin, vraiment, je suis hyper intrigué de savoir lui aussi ce qui s'est passé pour qu'il puisse être comme ça, quoi. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens disent que Vitinha est mauvais, tu peux m'expliquer, me demande Fred. En fait, il y a pas mal de gens qui reprochent à Vitinha de faire pas assez de passes prises de risque, pas mal de passes latérales. Bon, je pense que ce soir, il y a quelques passes où il a mis tout le monde d'accord, mais c'est ce que les gens reprochent à Vitinha. C'est juste que comme c'est un peu un métronome, c'est quelqu'un qui distribue le jeu selon là où il le sent. S'il faut accélérer, aller vers l'avant, il va le faire. S'il faut temporiser, il va plutôt donner à Nuno, à Hakimi, ou des fois reculer, ou même donner à un de ses coéquipiers du milieu à côté. Mais Vitinha, il est des fois mal perçu pour ça, mais c'est son rôle. C'est pour ça qu'il est aussi important, quoi. Donc voilà. Et après, bah, évidemment, il y a aussi les défenseurs. Pacho, on l'a dit, recrue incroyable, 40 millions d'euros. Enfin, quand on sait que le marché des défenseurs centraux, des fois, c'est pas simple de trouver la perle rare, bah là, Campos, c'est pour ça que moi je suis content que Campos prolonge. Je sais que Campos, il a fait des erreurs, mais au final, bah, il mérite sa prolongation. Hein. Là, il s'est bien rattrapé. Doué, Kvara, João Neves, Pacho. Là, en 6 mois, il a fait très très fort. Et évidemment aussi la formation des jeunes joueurs. Mayoulou qui marque en finale de LDC. Ça pareil, tu vois, quand tu fais tout ce qui s'est passé pour le PSG, les Titi, les joueurs formés au club qui sont pas restés, les Rabiot, les Coman et tout, ou même ceux qui ont galéré comme Kipembe avec les blessures. Là, t'as Mayoulou qui marque un but en finale de LDC, alors que c'est un 2007. Ouais, là aussi pareil. Je trouve le symbole très très fort, puis même la célébration à la fin, ça fait trop plaisir. Cox, et tu vois qui arriver au PSG la saison prochaine, quelle recrue? Bah, c'est toute la question. C'est pour ça que faire un mercato idéal du PSG, c'est vraiment pas évident parce que le 11, je le trouve hyper kiffant. Mayoulou, premier but, je pense que c'était contre Brest. Le 11 du PSG, je le trouve hyper kiffant. Moi, dans hors-jeu, de mémoire, j'avais proposé Araujo de Benfica. J'avais proposé Lobotka de Naples pour la profondeur de banc et Akliouche parce que je me disais qu'il cochait pas mal de cases jeunes pour intégrer le projet. Bon, là, c'était plus dans la continuité du projet. J'ai fait un mercato prudent. Je pense que quand tu es champion d'Europe, si tu peux, bah, prends des joueurs tout aussi kiffants. Oui, il faut préparer la succession de Marquinhos, donc tu peux aller peut-être sur un gros central. Pour moi, de toute façon, la priorité, c'est
un décès pour remplacer Marquinhos, c'est un remplaçant Hakimi pour la profondeur de banc. C'est ça, en fait, t'as le banc à étoffer, je pense. Si vraiment t'as envie d'être complet. Après, on disait, enfin, si tu peux prendre des talents plus, et de toute façon, c'est la concurrence et aussi ce qui a un petit peu bonifié certains joueurs. Donc, pourquoi pas aussi. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce premier mercato post-LDC. Et qu'est-ce que tu vas faire? Mais je pense que t'es tellement satisfait de ce projet que t'as bâti depuis un an, où tu t'es appuyé sur de la jeunesse, où t'as vu des cracks monter en puissance, où t'allais prendre des joueurs dans des clubs où tu disais est-ce que ça va être simple, voilà, la continuité. Et là, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Donc, moi, j'aimerais beaucoup voir Akiouche parce que je pense que, pareil, pour profondeur de banc, rotation, il pourrait faire du bien. Je pense il coche pas mal de petites cases à voir. Mais ouais, je pense qu'aller un central pour remplacer Marquinhos, un latéral droit pour la profondeur de banc, un milieu de terrain supplémentaire et un offensif, 4 joueurs comme ça, profondeur de banc, t'es bien. En plus, il y aura des départs, tu vois, quand Guigui, je pense, à partir. Zaïre Emery, est-ce qu'il va pas réfléchir à sa situation? Ramos, pareil. Bah, un gardien, tu vois, j'ai évoqué tous les joueurs, mais le gardien, pareil, un gardien, Donnarumma. Donnarumma, il fait encore l'arrêt qu'il faut. Alors, il a passé, paradoxalement, la soirée peut-être la plus tranquille de sa campagne en LDC, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été assez éprouvantes. Et la soirée, il est pépère. Il y a un arrêt qu'il faut pour préserver le clean sheet. Et lui aussi, bah, évidemment, il a plus que compté dans cette campagne incroyable. Il y a des notes, on me dit dans l'oreillette, qui sont sorties de l'équipe. Alors évidemment, on va aller voir ça de ce pas. Alors, on est sur du 7 Donnarumma, 8 Hakimi, 7 Marquinhos, 8 Pacho, 7 Mendes, 8 João Neves, 8 Vitinha, 9 Ruiz, 10 Doué, 8 Dembélé, 7 Vara. En vrai, j'aurais mis 9 à Vitinha, parce que vraiment, je trouve qu'il a été... Ces deux potes du milieu de terrain ont fait un match exceptionnel, mais lui, j'ai trouvé encore un cran au-dessus. Et Gvara 7, j'aurais mis 8 aussi. J'aurais mis 8. Je pense qu'il peut avoir aussi la note assez incroyable. Hop, je voulais juste voir... ouais, je vais peut-être bouger le chat. Juste ici, je vous bouge. Hop, le temps de voir les notes qui s'affichent. C'est vrai que Vara a vendaugé, mais il a quand même été bien précieux, quoi. Bon, les notes de l'Inter, ouf. Là, on est... Je suis pas sûr que si tu additionnes toutes les notes, tu obtiennes le 10 de Doué, quoi. 2 Sommer, 4 Pavard, 2 Acerbi, 3 Bastoni, 1 Di Marco, 2 Mkhitaryan, 2 Çalhanoğlu, 2 Barella, 2 Dumfries, 4 Thuram, 2 Martinez. C'est dur. 10 Doué, bah, j'ai envie de lire. Un doublé, une passive à même pas 20 ans en finale de LDC, ce fut beau, grand et tellement bluffant. Ce gamin a technique si efficiente, s'avance comme une star des 10 prochaines années. Tout fut juste ou presque, avec cette mobilité constante et cette personnalité immense dans les derniers choix, remplacé par Barcola à hauteur d'une demi-volée et tout. Après, oui, ça peut s'entendre, quoi. Bah, c'est vrai que le 1 de Di Marco, moi je le trouve justifié parce que, pour moi, en vrai, je suis Inzaghi, je pense que je le sors même avant la mi-temps. Tellement il était dépassé, largué, qu'il était toujours mal aligné, que c'était un... Bah, tu joues à 10 contre 11, quoi. Et oui, c'est vrai que certaines notes de français, c'est peut-être gentil. Après, ouais, c'est vrai que tu te dis que c'est peut-être le privilège français pour pas perdre certaines interviews. Mais c'est vrai que le 0 existe pour l'équipe. Alors, tu sais que c'est une bonne question. Moi, le seul 0 que j'ai en mémoire, vous savez que ça concerne qui? Ça concerne un joueur des Girondins de Bordeaux. Ça concerne Wendell pour un Grenoble-Bordeaux en 2008 où Wendell est expulsé et il fait un geste, un carton rouge où il fait vraiment une vilaine faute. Il met le pied sur un genou d'un Grenoblois qui est vraiment moche et bah, il prend en rouge et l'équipe n'avait vraiment pas apprécié ce geste et du coup ça avait fait 0. Donc l'expression « à jamais les premiers » existe. Je pense qu'à Bordeaux on peut aussi l'approprier, quoi. Ouais, c'est ça. Jamel Abdou, voilà, c'est ça. Ah non, après avoir blessé involontairement un bois plutôt. Ah ouais, non, mais il avait vraiment. Mais Carretti, le policier brésilien, étincelant passé n'est plus que l'ombre de lui-même. Je pensais pas parler de Sunderland, je pensais pas aussi parler de Grenoble-Bordeaux 2008, mais que voulez-vous? C'est vos questions qui m'emmenaient sur ce type de terrain. Moi, je ne suis que là pour faire ça. Il a réussi à parler de Bordeaux dans cette finale de LDC, bravo Scipion, c'est un 10 sur 10. Bah voilà,
Je sais toujours rebondir, c'est l'art de pouvoir se faufiler partout, tel le serpent. Et le serpent de l'Inter, malheureusement, lui n'a pas du tout réussi à se faufiler quelque part. Je pense qu'on a très très vite vu que dès la 10e minute, ça va être un calvaire sans nom pour nos interistes. T'as vu que le PSG va prendre Franco Mastuanto? Ah ouais, bah voilà. Tu vois, typiquement le PSG, champion d'Europe qui frappe fort, aller prendre le crack de River Plate, le futur gros talent du football argentin, un joueur qui était aussi désiré par le Real. Ça, c'est le genre de move, quand t'es champion d'Europe, tu dois en imposer, tu dois montrer qui est le patron, et c'est normal. Mais évidemment, dans ma liste de talents, j'ai parlé d'Akliouche, mais c'est vrai que lui aussi, on sait que c'est le type de talent qui va faire très très mal dans les prochaines années. Mais non, et du coup, bah, on n'a pas dit, hein, mais aussi 10 pour Luis Enrique. Bravo à lui pour cette note. Son 11 de départ comportait peu d'incertitudes, mais son choix de titulariser Doué a été payant et comment. À côté de ça, ces joueurs ont été parfaitement maîtres de l'événement et leurs émotions et réussite totale. C'est ça aussi, c'est que le PSG, qui avait le plus à perdre ce soir? Bah, l'Inter, c'est dur. Parce que l'Inter, c'est encore une fois une deuxième finale en 3 ans. Tu sais enfin, on joue en 2 ans, mais en 3 éditions de LDC. Mais t'en as déjà remporté 3. Mais c'est la fin de ce cycle Inzaghi. C'est vrai que tu as raison qu'en quelques semaines, ils ont tout perdu. Le titre en Serie A, il y a eu la Coupe d'Italie aussi. Ils pouvaient faire le triplé, finalement, ça fait 0 pointé. Donc c'est vrai que l'Inter a peut-être un peu plus de pression, mais aussi le PSG, c'est la première LDC que tout le monde attend. Tu avais déjà perdu en finale. C'est à toi d'ouvrir ce palmarès. Donc tu avais aussi le poids de l'histoire face à toi. Donc, je pense que Luis Enrique, il a dû aborder ça comme il l'a fait à chaque fois. Et c'est ça qui m'a plu avec le PSG, en se disant que cette équipe, que ce soit Ligue 1, Coupe de France ou LDC, elle a souvent abordé les matchs de la même façon. C'est on joue notre jeu, on se prend pas la tête. Alors oui, des fois, il y a des moments difficiles. Et justement, tu parles de Coupe de France, Pablo Aimable, comme quand on n'était pas si mal avec notre 7-0 en Coupe de France. C'est vrai que le Stade Briochin a 2 buts de différence avec l'Inter. Pareil, c'est le genre de phrase que je n'aurais pas cru prononcer ce soir, mais c'est la soirée de tous les possibles. Je pense que vous l'avez bien compris. Il y a eu des moments difficiles. Bah, le match contre Liverpool où tu es en surdomination, tu es à 25 tirs à 2, ça fait 1-0 pour l'adversaire. C'est compliqué, mais ce soir, l'efficacité. Et encore une fois, je te dis, tu as peut-être des regrets. Gvara en a 2, Barcola en a plusieurs, Dembélé touche le montant. Mais sinon, tu as été redoutable dans la zone de vérité. À chaque fois, ça a très très bien combiné. Doué a été chirurgical, Hakimi a été bien placé, Gvara a très très bien géré son 3e face-à-face. La séquence où Mayoulou marque, je la trouve exceptionnelle. Mais ils ont plus galéré contre Espali. Un des hommes qui commentait ce soir, c'était Antoine Comboiré sur M6. Bah, son FC Nantes a posé plus de problèmes, hein. Après, évidemment, c'était un autre type de motivation. Mais voilà, ce PSG est passé par des moments. À Aston Villa, il y a eu 20-25 minutes de flottement où Aston Villa te remonte 3 buts et t'as Donnarumma qui t'en sort 2-3 pour empêcher l'inévitable ou un nouveau traumatisme. C'est vrai que ce qui s'est passé à Villa Park, on aurait pu le rajouter à la longue série des moments périlleux, des trucs un peu improbables que le PSG a vécu avec Sergio Roberto, Dembaba, le triplé Benzema, le 3-5-2 de Laurent Blanc, Galtier en 4-4-2 avec Soler, Zaïre Emery sur les côtés. Enfin vraiment, il y en a eu des belles hein, côté parisienne. Cipiolista, dis-toi, la seule équipe qui a posé problème au PSG, c'est seulement Aston Villa, on s'en rend pas compte. En vrai, il y en a d'autres qui ont posé des soucis parce que t'as vécu un moment compliqué à Anfield, notamment sur la seconde période, mais en termes d'intensité et de rentrer dedans, ce qui est sûr, c'est que c'est Aston Villa, parmi toutes les équipes, qui a fait vivre le moment le plus compliqué, et t'as été dans le doute. Parce que t'as bien cru que cette qualification... s'il marquait Aston Villa un but de plus, t'aurais été en prolongation. Mais c'est vrai qu'on a failli se dire, tiens, les fameux vieux démons reviennent. Mais je pense que c'est bien aussi que le PSG soit passé par ce moment-là pour se dire, après la victoire contre Aston Villa 3-1 à l'aller, que la victoire à LDC, elle n'était pas du tout encore acquise, et qu'il y avait du boulot, et que c'était une longue marche, la victoire finale, cette coupe aux grandes oreilles. Que sincèrement, pour la gagner, tu vois, tu dois passer par des moments un peu relous,
Et c'est bien, c'était bien que Aston Villa te propose ça et que Dembélé, il a dit à la fin, hein, c'est une des déclarations les plus importantes, il a dit il faut pas qu'on se voit trop beau, on s'est vu trop beau, et il faut se remettre au taf. Et bien le taf, il a été très très bien exécuté. Cette équipe, elle a vraiment bien maîtrisé. À chaque fois, en plus, elle a été peut-être un petit peu plus favorite que son adversaire. Et ce statut, ça l'a pas dérangé. Autant, certaines années, on sait que ce PSG, quand il était favori, bah, ça a pu les faire vaciller. Le PSG United de 2019, le PSG Dortmund de l'an dernier, souvenez-vous, enfin, PSG Dortmund de l'an dernier, c'est aussi arrangé dans une certaine case, quoi. Et on oublie que cette équipe a failli pas sortir des groupes. Et oui, le PSG, après 5 journées, n'avait qu'une victoire contre Gérone, avait encaissé 2 défaites contre 3 défaites même, Arsenal, le Bayern et Atlético, et un nul contre le PSG, et le PSG était 25e de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais le PSG est champion d'Europe, parce qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Mais on se souvient qu'ils sont passés par un petit bon moment de stress, quoi. C'était le moment où, vous savez, on avait des screens, on avait Brest, Lille, Monaco, ils étaient... voilà, c'est eux qui sauvaient l'indice UEFA et tout, bon... On peut quand même les remercier parce que là ils ont bien carry l'indice, le fameux indice UEFA. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Yacine, on peut refaire 100 fois le scénario de la saison. Je trouve que l'équipe en Ligue 1, enfin on va dire sur l'aspect championnat de France contre des équipes françaises, c'est les matchs contre Monaco qui ont été très très bien gérés, notamment cette victoire 4-2 à Monaco avec la blessure de Donnarumma, le crampon de Singo, qui est peut-être aussi un des tournants de la saison parisienne, où là je trouvais que le PSG vraiment avait pris une belle allure. Et c'est vrai que si on parle de Ligue des Champions, c'est difficile d'évacuer, même s'il y a eu cette victoire à Salzbourg, mais Salzbourg était une des équipes les plus faibles de la LDC, c'est ce match contre City. Parce que t'as 2 équipes qui sont dans le dur au niveau des points. T'en as une qui propose pas mal de choses dans le jeu, parce que c'était déjà le cas du PSG, mais qui n'arrivait pas à conclure. L'autre, City, qui était un peu dans le brouillon depuis la blessure de Rodri. Et au final, t'es mené 2-0. Et c'est ça qui m'a plu quand je revois... Enfin, je fais pas le mec qui intériorise, mais il n'y avait pas eu de panique. Si vous regardez après le deuxième but de City, il n'y a pas eu un effondrement mental. On n'a pas eu, tu vois... Il y a des années en arrière, ce PSG aurait totalement vacillé, serait écroulé. Et là, il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire que le PSG s'est dit, ok, on a dominé City sur la première période, on prend 2 buts coup sur coup là au retour des vestiaires, mais c'est pas pour autant que c'est fini, il reste du temps. Et là, il y a ce démarrage de Barcola qui va chercher la réduction de l'écart. Je crois que c'est Dembélé de mémoire. Et à partir de là, ça vous connaissez la théorie du célèbre philosophe Cristiano Ronaldo, le fameux ketchup. Mais ce PSG-là, il avait besoin de ce ketchup-là. Pour moi, ça, il y a le match de João Neves qui est incroyable, mais le tournant, c'est la réduction de l'écart sur le but de Dembélé à 50e. Pour moi, ça part de là. C'est le PSG qui s'est dit, allez, on y va, tant pis, on sera éliminé et tout. Et moi, après ça, c'est vrai qu'on a eu, on va dire, 2 mois entre ce qu'on a vu là avant et jusqu'à Liverpool. Le tirage au sort Liverpool, il était hyper dur. Parce qu'à ce moment-là, on va pas refaire le truc, mais Liverpool était vraiment très fort. Ils avaient peut-être eu, c'est vrai, quelques semaines avec des matchs moins bien. Mais au global, c'était quand même une équipe qui a envoyé du lourd. T'avais Salah qui était sur des stats irréels. T'avais Gravenberch qui était très très fort au milieu. T'avais McAllister. T'avais Van Dijk qui était un très bon niveau. Alisson, tout ça. Je vais pas refaire tout l'effectif de Liverpool. Mais moi, dans mon calcul, j'étais en mode... c'est dur ce tirage au sort. Mais c'est la loi du sport qui veut ça. Si tu perds, t'auras quand même montré des belles choses. Et il faut pas... balancer ce projet jeune collectif et le renvoyer au lendemain. C'est-à-dire que pour moi, si le PSG avait été éliminé en 8e contre Liverpool, il était quand même sur la bonne voie. C'est juste que fallait étoffer le banc, aller chercher d'autres titulaires en puissance, etc. Mais t'es quand même proche de la vérité. Et là, ce qu'on a vu contre Liverpool, c'est que les mecs, ils se sont lâchés. Il y a eu un gros déclic supplémentaire. Et après, petit à petit, à chaque tour, ça a permis d'avancer jusqu'à cette soirée. Oui, après, pour avoir un bon tableau, tu savais que tu avais un tableau qui pouvait être sympa, t'évitais le Barça, t'évitais aussi l'Inter, qui était, faut le dire, un petit peu un épouvantail pour pas mal d'équipes, et après, t'as tapé toute la première ligue, hein. Faut le dire, hein. City, Villa, Arsenal, Liverpool, tu l'as fait avec la manière, t'as été
assez remarquable. Et c'est vrai que ce PSG, bah voilà, c'est l'aboutissement aussi, bah forcément, je voulais qu'on en revienne dessus, mais de monsieur Luis Enrique, quoi. Monsieur Luis Enrique, pour ce coach qui, bah, désormais, oui, je pense qu'on peut le dire. Alors, évidemment, les anciens, beaucoup de respect pour Luis Fernandez, pour ce qu'il a accompli, pour la Coupe des Coupes et tout. Mais moi, je trouve sincèrement que cette équipe, ce coach, c'est un peu un truc de dingue. Ce qu'il a réussi à produire, c'est waouh. Il y a beaucoup de choses à dire sur Luis Enrique. Déjà qu'il a toujours cru en ses idées, il n'a pas lâché l'affaire avec certains joueurs. Ça a été dur aussi, hein. J'ai évoqué les moments difficiles d'un point de vue des résultats, mais aussi d'un point de vue individuel. Souvenez-vous Dembélé. Dembélé qui n'est pas du voyage Arsenal parce qu'il arrive en retard. Dembélé qui prend carton rouge à Munich pour un deuxième carton jaune qui est pas malin du tout. Tu sentais aussi qu'à certains moments, ça pouvait être pas évident avec Donnarumma, avec certains cadres. Mais voilà, c'est parce que c'est un coach qui est... Allez vous regarder le documentaire Movistar, du coup, qui est sur Canal, qui est très intéressant pour comprendre ce coach, comment il travaille au quotidien. Et franchement, c'est vrai que c'est un personnage. C'est un personnage, il a beaucoup de bif avec la presse, il y a pas mal de personnes dans le football qui ne l'apprécient pas forcément parce qu'il a un gros caractère. Mais au final, c'est quand même un coach. Il emmène une Espagne que personne n'attendait en dernier carré d'Euro. Bon, derrière la Coupe du Monde, il se vautre, mais ça peut arriver. Il gagne une LDC avec le Barça. Derrière, il réussit pas à reproduire ça. Et là, bah, c'est l'architecte du PSG qui gagne enfin avec des champions. Je sais pas où est-ce qu'il finira ça, dans quelle hiérarchie des coachs on le met, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va peut-être commencer à réfléchir à le mettre de plus en plus haut, à le réévaluer. Au début, j'aimais pas son côté arrogant, mais là, rien à dire trop fort, il nous a fermé les bouches. Non, mais en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a une communication très particulière parce que, bah, en fait, il a été dans je vais pas dire les pires cadres, mais les trucs les plus oppressants. T'es entraîneur du Barça et t'es entraîneur de la sélection espagnole. Vous savez comment ils sont, les journalistes en Espagne. C'est très, très, je vais pas dire vindicatif, mais c'est très lourd. Quand t'es coach du Barça, tu fais des confs d'avant-match, après-match, Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey, Supercoupe, tout ce que tu veux. T'en fais je sais pas combien. Et le niveau des questions, à chaque fois, ça doit être... voilà. Je pense qu'il s'est construit une espèce de carapace, qu'à chaque fois, bah, il a sa manière de tourner ça. Mais par contre, on parle beaucoup de la communication, mais ce qu'il a réussi à inculquer à cette équipe et à changer certains joueurs, bah, c'est là où il faut juste applaudir. Il y a beaucoup de joueurs qui ont énormément progressé sous lui. Barcola, Doué évidemment, Dembélé, on l'a dit, en numéro 9. Et je dirais aussi, au-delà de Luis Enrique, ce qui a été un succès pour moi de ce nouveau staff, c'est l'infirmerie. Ce soir, à part Kipembe qui a des galères sans nom depuis je ne sais combien de temps. Pourtant, bon, il est sur le banc. Mais combien de fois, sur les moments fatidiques pour le PSG, t'avais une infirmerie qui était pleine où tu te disais, mais c'est pas possible. À chaque fois, les mecs, ils vont te mettre dans le dur. On peut pas s'en sortir. Bah là, t'as aucun absent. Combien de fois t'as vu Thiago Silva, t'as eu Verratti. Bon, après, il y a des joueurs qui étaient sujets à ça. Mais à chaque fois, pour les moments importants, t'as fait... t'as eu des trucs un peu lunaires, tout ça. Et ça a enfin tourné. Mais c'est des fois des petits détails. Neymar, ouais. Neymar. Bon, après Neymar, des fois, il a pris des tacles en Coupe de France que... Voilà. Je pense que certains lutteurs du Daghestan ne font pas ce type de geste dans le MMA. Et non, franchement, c'est tout un cadre que Paris a changé. Et voilà, une espèce d'osmose aussi. Hein. Je pense que même si au début de saison, il y avait des doutes, et encore plus qu'on a vu les premiers matchs en Ligue des Champions, et finalement, ils ont su tourner ça à leur avantage. Et à partir du moment où, voilà, après, tout le monde se range vers toi quand tu gagnes, forcément, c'est logique, mais surtout quand tout le monde voyait la qualité de jeu produit sur le terrain. Et c'est là où j'ai envie d'insister. C'est que ce PSG-là, ça a été un régal tout au long de la saison. Paris fait l'histoire 3 fois, première LDC de son histoire, premier vainqueur du nouveau format, plus grosse marge de victoire de l'histoire en finale. Ouais, là, t'as aussi, enfin, t'es rentré dans l'histoire à ta propre échelle, mais aussi dans la compétition. Parce que là, ce que t'as fait,
faudra aller chercher ça, quoi. Quand Choupo-Moting avait blessé Verratti lors du Final 8, on était des poissards à l'époque. Ah ouais, non mais franchement, t'as eu tellement de trucs t'as eu des suspensions, t'as eu des joueurs qui étaient blessés. Ouah, tu sentais que ça allait toujours t'échapper, quoi. Faut pas non plus oublier que le club lui a mis une pression pour changer sa com quand le club était clairement dans le dur. Non mais je pense que ça n'a pas été évident, là, septembre, octobre, novembre, quand le club était, voilà, vacillé un petit peu. Et lui, il a toujours cru en lui. Vitinha Neves, non, mais franchement, quand on regarde même là les notes, bah là, c'est intéressant parce que tu as d'autres types de notes. Tu as Doué qui a 9,7, c'est une note score. Mais Doué, statistiquement, c'est le meilleur. Par contre, tu vois, João Neves 6,9 et Pacho 6,8. Ça, pour le coup, tu vois, ça, je suis pas d'accord parce qu'ils ont réussi à produire d'autres choses. Mais voilà, pour eux, c'est Dembélé, Vitinha et Hakimi qui sont parmi les meilleurs Parisiens. Skyways 10 pour Doué demain dans l'équipe. Il a déjà eu 10. On a pu le voir sur les notes qu'il a obtenues. Qu'il est en 10, l'ami Doué. Donc il a été parmi les joueurs qui ont marqué de leur empreinte ce match. Non, pour je vais pas dire terminer, conclure, que doit faire le PSG maintenant? Bon, déjà, bien fêter ça, et après, il y a une Coupe du Monde des clubs, hein. Attention, hein. Ça va être le moment d'aller chercher un petit peu le trophée supplémentaire. Après, bah, tu sais, dans l'euphorie, tout ça, mais à voir ce que ça peut donner. Du coup, le PSG dans la poule de l'Atlético, de Botafogo, retrouvé avec John Textor, ça c'est sympa, et de Seattle Sounders. Et Super Coupe de l'UEFA. En fait, non, mais maintenant, t'as tous les bonus qui s'activent. T'as tous les bonus, genre avec du Real sympa, tu vas faire la Coupe du Monde des clubs, mais pas ce format à 50 000. Tu vas faire la Coupe du Monde des clubs en décembre, en Arabie Saoudite, pépère, pour aller prendre un trophée. Mais là, c'est le moment d'aller, voilà, d'être stonks, quoi. D'être vraiment... de gonfler un petit peu les pecs. Que doit faire Paris maintenant? Enfin, c'est super compliqué parce que bah, là, tu as écrit un morceau d'histoire, te projeter sur la suite. Moi, je vous dis qu'ils ont déjà tout bien fait cette saison, comme direction prise. L'idée d'aller encore une fois sur ce projet, de croire en ses idées et de pas lâcher l'affaire. Bah, moi, j'ai sincèrement adoré l'état d'esprit proposé par ce PSG là. Je pense qu'il y a besoin de mercato pour la profondeur de banc, parce que bah voilà, t'as Kangin qui va sans doute partir. T'as Lucas Hernandez qui, bon, en fait, pour l'instant, c'est vrai que t'as touché du bois, t'as pas eu de blessés majeurs dans le 11, mais je leur souhaite pas évidemment, mais si ça arrive un jour, c'est bien d'avoir peut-être des joueurs un peu plus fiables sur le banc. T'as certains dossiers à traiter, je pense que Zaire Emery, Ramos, des joueurs qui pourraient être mécontents de leur temps de jeu. Voilà, pour moi, je vous redis, je pense que préparer la succession de Marquinhos, c'est bien de le faire. Oui, c'est vrai que dans mes différents hommages, j'ai même pas parlé de Marquinhos, mais c'est une dinguerie. Marquinhos, qui est peut-être le reliquat ultime, le mec qui a tout vécu, dont le traumatisme du 8 mars 2017, et qui finit par remporter cette coupe. Il a le droit à ce bonheur, lui aussi. Et ça, c'est fort. Et j'ai adoré l'image de fin, où beaucoup de joueurs se sont jetés sur lui. En mode, on sait ce que tu as traversé, mon coco, et voilà, on vient vers toi. Il était en larmes à plusieurs moments, les interviews au moment de soulever la coupe. Tu sens que là, il y a tellement de souvenirs qui ont été extériorisés que lui, il a dû en baver, parce qu'en plus, il est sur beaucoup de photos où il est en mauvaise posture, où il est impliqué, où ça s'est pas bien passé pour lui. Et même moi, hein, je me le dis, j'avais aussi des doutes avant cette finale, en mode est-ce que Marquinhos va tenir son rang? Bah, il était très solide comme tout le monde. Et c'est vrai que tu as bien raison, Luc, ces larmes, ça a même commencé avant le coup de sifflet final. Dès la 89e, bon, je pense qu'il avait compris, j'espère que la victoire était déjà là, mais que voilà, il se passait quelque chose. Et non, enfin, c'est aussi un symbole magnifique. Et je suis d'accord avec toi. Est-ce que Marquinhos va continuer? Est-ce qu'il va rester? Bah, c'est un mec hyper apprécié du vestiaire. C'est un symbole. Pour l'expérience, tout ça, tu peux le garder. Mais est-ce que lui aussi, il se dit franchement, les gars, ciao. Enfin, moi, c'est bon, j'ai accompli ce que je devais faire. Et tu pars sur une note comme ça qui est incroyable. C'est peut-être aussi ce qui peut se produire pour
pour l'ami Marquinhos. Bah, moi, je pensais que Kane, c'était ça le plan du PSG, c'était le garder encore un an, et à l'été 2026, on revoit. Ah, il a dit sur M6 qu'il voulait rester. Bon, bah voilà. Mais je pense quand même que aller chercher un bon central. Alors après, le problème, c'est que si tu prends un gros central, est-ce que le gros central va accepter d'être dans la rotation pendant un an? C'est aussi ça que tu vas devoir gérer. Mais est-ce que tu vas peut-être prendre un vrai bel espoir? Est-ce que tu prends un gros nom? À mon avis, vu la politique de Campos, on pourrait peut-être aller sur un bel espoir, un mec qui sorte du lot comme ça, quoi. Donc voilà, le Marquinhos, très très bien qu'il continue. Enfin, pour moi, s'il partait sur cet épilogue incroyable, c'était très très bien aussi. Un remplaçant Hakimi, je pense qu'à droite, ça pourrait être pas mal parce qu'on a vu Zaïre Emery dépanner, João Neves dépanner. On a eu beaucoup de plans B, mais prendre un vrai beau mec, quelqu'un qui puisse voilà, assurer vraiment ce poste, je pense que Paris a les moyens d'attirer ça. Et ensuite, bah, je pense un milieu de terrain supplémentaire pour faire souffler certains garçons qui sont beaucoup dépensés. Et voilà, ce fameux créatif, joueur offensif en plus. À voir si notre ami Franco Mastoranto arrive dans ce sens. Moi, je vous dis, à Kliouch aussi, j'aimerais bien, quoi. Bah, en fait, c'est ça aussi. C'est le symbole. C'est maintenant que tu as marqué l'histoire. Que tout le monde a vu ce que tu pouvais proposer sur le terrain. Que tu te régalais collectivement. Et que surtout, on te laissait un cadre individuel où tu pouvais te régaler. Bah là, t'as levé peut-être un des derniers trucs, même si on sait que Paris peut attirer, parce que financièrement, voilà, t'as quand même de quoi donner des beaux salaires. C'est le plaisir du terrain. C'est-à-dire que t'as envie de jouer dans cette équipe. Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de joueurs, hormis ceux qui sont très attachés, qui sont déjà bien installés au Barça, au Real, à Liverpool, au Bayern, tout ça. Mais c'est vrai que là maintenant, tu dis, tiens, ce PSG, si j'ai envie vraiment d'être dans une équipe, bah, là, peut-être passer un petit coup de fil à l'agent, quoi. Mais Luis Enrique voit vraiment Neves en alternative à droite, donc il risque peut-être plus de prendre un milieu pour remplacer Neves qui irait à droite, non. Peut-être, mais moi je suis quand même plus partisan de prendre une vraie doublure à droite et de laisser Neves au milieu, même si voilà, c'est un mec qui fera toujours les efforts. Ça c'est quand même sympa, quoi. Maintenant tu vas gagner le prestige de signer qui tu veux sans avoir à surpayer. C'est peut-être ça aussi, hein, la plus belle victoire de ce PSG, quoi. Et aussi, quel joueur implanté dans cet effectif voudrait quitter le PSG? Ah là, c'est sûr qu'il y a eu 2-3 rumeurs, hein. On a eu 2-3 rumeurs. Vitinha serait suivi par le Real, Doué par Chelsea. Je dis ce que j'ai vu passer. Je ne dis pas que c'est vrai. Enfin, vous savez comment ça marche, les rumeurs mercato. Mais c'est sûr que là, bah, tu te dis, tu as le cadre idéal, tu as marqué l'histoire. Et je pense que maintenant, ils ont envie de faire un truc, évidemment, c'est d'aller faire le doublé, essayer de voir. Mais l'an prochain, ça va être intéressant de voir un petit peu la concurrence. Parce que bah, t'as le Real qui va devoir se rattraper sous Xabi Alonso après cette saison catastrophique. T'as Liverpool qui va très très bien se renforcer avec Frimpong, peut-être Wirtz. T'as Barcelone en deux de flics avec ce très beau spectacle qui va continuer et tu vas encore avoir de vrais bons éléments. Bon, l'Inter à voir, il sera revancharde, mais j'ai l'impression qu'on assiste quand même à la fin de quelque chose. T'as le Bayern de compagnie, je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner. T'as City qui doit se rattraper aussi. Non, franchement, la concurrence l'an prochain, après, bah voilà, hein. Il fallait la prendre cette année parce qu'il y en a certains qui se sont cassés la figure. Et au-delà de ce concours de circonstances, t'as été aussi la meilleure équipe d'Europe. Là, il n'y a plus trop de débat, quoi. Bah, et Tottenham, justement, on n'a pas de tous ces trophées à aller chercher maintenant que t'es le roi du monde. Super Coupe d'Europe contre le Tottenham, peut-être dans le Postecoglou. Ça va être rigolo. Ça va être très sympa à voir. Ça, on est bien friands. Vous savez, le fameux match. Et t'as aussi le trophée des champions, évidemment, contre l'OM. Marquinhos, à quel rang dans l'histoire des légendes du PSG? Ah bah là, entre le total de matchs et le capitaine du PSG qui soulève l'LDC, on peut le remonter, je pense. Il peut être. Mais beaucoup de joueurs, même s'ils sont jeunes, même s'ils n'ont pas beaucoup d'expérience de cette équipe, ils sont déjà très très hauts. Pour moi, il y en a certains, je dis pas que, mais là, attention, il y a des noms qui peuvent figurer assez haut dans l'histoire récente et surtout l'histoire globale. Tout l'effectif légende. c'est exactement ça, mais ça va être intéressant maintenant ce qui s'est passé ça. Bon, après, il y aura pas mal aussi de culture de l'instant. En tout cas, les amis,
on arrive, on faudra demander à Zalou, faudra demander à tonton Zalou qui lui aussi, évidemment, on embrasse tous les Parisiens d'hors-jeu, Zalou, Braque, qui ont vécu leur meilleure soirée, tous ceux qui attendaient ça depuis tellement longtemps, qui ont beaucoup souffert. Ça c'est très très fort, ça on est vraiment content pour les copains et aussi bah, pour tous les autres. Je l'ai dit encore une fois, moi je supportais pas le PSG parce que moi je supporte qu'une seule équipe, mais c'est vrai que quand on voit ce que cette équipe nous a proposé tout le long de la saison, ce qu'elle a pu produire, ce qu'elle a pu aussi connaître comme évolution et être en mesure de mettre, enfin ça va être le mot de la fin, mais 5-0 contre l'Inter, finale de Ligue des Champions. Il y a beaucoup de scénarios que tu dis, putain, j'aimerais tellement que ça arrive, mais je sais pas si tu es aussi gourmand en demandant un 5-0, quoi. Tu penses que Bordeaux aurait pu rivaliser avec l'Inter ce soir? Alors, le Bordeaux que j'ai vu contre Rennes en Coupe de France il y a quelques mois, pourquoi pas? Mais le Bordeaux que j'ai vu perdre contre Logminé, Saint-Malo, tout ça, non. Non, ça c'est Stade Briochin, tout ça, non, c'est pas possible. Le but derrière, c'est celui de Paul Pogba contre la Croatie, finale de Coupe du Monde. Mon ami Bruce, le plus muscle. En tout cas, merci beaucoup les amis de m'avoir accompagné dans cette soirée débrief de Ligue des Champions. Encore une fois, bravo au PSG pour sa victoire fantastique. Un match, une épopée, un parcours dont on se souviendra. Ça a été un vrai plaisir. On se retrouvera cette semaine parce qu'évidemment j'ai réussi à retrouver le petit tweet sur les prédictions Ligue des Champions. Ça va être le moment de passer à la caisse et de voir qui a été vraiment très inspirant en mettant le PSG. Là on va voir qui a été le vrai de vrai. Je pense que prédiction Ligue des Champions, on peut s'amuser. On va être vraiment dans le divertissement total. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Aussi, tout le long pour ces débriefs Ligue 1, Ligue des Champions. On clôture la saison là-dessus. Il y aura évidemment d'autres contenus qui arriveront en stream et sur YouTube. Mais on se dit à très vite. Évidemment, comme toujours, n'oubliez pas d'aller suivre la chaîne YouTube, le Twitch, le podcast, les débriefs de Scipion, tout ça. Vous connaissez les plateformes habituelles. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée, les amis. Salut à tous.